Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Côté Canap, l'émission qui répond à vos questions. Aujourd'hui, l'émission voyage un peu. J'ai quitté mon salon pour poser mes micros à Charleroi, direction les bureaux de Cohesio. On va parler d'un sujet qui nous parle forcément, surtout quand on arrive à ce fameux virage de 40 ans. Le moment où le boulot commence à peser trop lourd. Et les chiffres, ils font un peu froid dans le dos. En Belgique, on a passé la barre des 500 000 personnes en arrêt de longue durée. C'est énorme. Et dans le lot, c'est le burn-out et la dépression qui frappent le plus fort. Ça montre bien qu'il y a un vrai truc qui coince dans notre rapport au travail. Alors, comment on fait pour ne pas couler ? Comment on remet de l'humain dans les entreprises ? Pour m'aider à y voir un peu plus clair, je suis avec Mathieu d'Angoisse. Mathieu, tu es conseiller en prévention ici chez Cohesio. Merci de m'accueillir. On va commencer cette discussion avec une petite question un peu légère. Je voulais savoir qui tu es et qu'est-ce qui te fait vibrer dans la vie ? Alors, qui je suis ? Donc, moi, c'est Mathieu d'Angoisse, comme tu le dis. Donc, je suis conseiller en prévention pour les aspects psychosociaux chez Cohesio. Ça, voilà, c'est le titre un peu plus formel. Au-delà de ça, moi, pour l'instant, je me définis beaucoup par mon rôle de père et de mari, puisque ça occupe objectivement pas mal mon temps pour l'instant. Donc, voilà, je suis papa de 2 enfants en bas âge, ce qui va sans doute expliquer par moments où on est peut-être un peu plus fatigué ou un peu décousu dans mes réponses. Sinon, avant d'être papa, je pense que de base, j'aime bien me définir comme quelqu'un d'assez chill, d'assez posé. Ouais. Je suis pas un excité hyperactif qui part dans tous les sens. Moi, je suis quelqu'un de très posé et ce qui me fait vibrer, moi, je suis quelqu'un qui aime bien me reconnecter, entre guillemets, à moi-même, par notamment le biais de tout ce qui va être sensoriel, que ce soit de la nourriture, que ce soit de la cuisine. C'est une passion que j'ai avec mon épouse aussi, se retrouver autour d'un bon plat, de cuisiner tous les deux. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui nous a rapprochés et qui encore maintenant est une ressource et qui nous fait tenir parmi les difficultés de la vie quotidienne qu'on peut avoir actuellement. Des petits plaisirs simples, en fait. Ouais, c'est ça. Je suis vraiment centré là-dessus. Moi, il me faut pas toujours grand-chose pour pouvoir vraiment me redescendre un peu dans un cas de pression. Et c'est marrant parce que tu te définis finalement comme père avant d'avoir cette casquette professionnelle. Beaucoup de mes invités ont tendance à dire leur casquette professionnelle à l'avance. Alors, j'ai commencé par le dire quand même que j'étais conseiller en prévention, mais effectivement, je préfère partir du principe que je suis pas une fonction et que je suis avant tout un être humain composé entouré de certaines personnes en tout cas. Est-ce que c'est ton métier qui te fait conscientiser de ça ou alors c'est de base tu es comme ça ? Alors, j'ai déjà une sensibilité à ça de base, je pense. Je crois qu'effectivement, par le biais des rencontres que je peux avoir dans le cadre de mon travail, effectivement, tu peux être que sensibilisé à ce point-là aussi. Effectivement, au fait que le travail n'est pas tout. On va revenir justement sur ton travail. On a cité ce beau mot, donc conseiller en prévention. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est ? Bien sûr. Alors, conseiller en prévention, en Belgique, c'est une fonction assez spécifique qui a pour vocation de conseiller à la base les employeurs sur la mise en place de mesures de protection et de prévention pour en gros éviter que les travailleurs ne subissent ce qu'on appelle des dommages. Il y a différents types de conseillers en prévention en Belgique en fait. Tout ça est défini dans un cadre légal assez spécifique qui est le code du bien-être. Et donc différentes casquettes sont à trouver. On va tout d'abord retrouver les plus classiques. Ce sont les conseillers en prévention en sécurité. Alors c'est un peu le cliché du conseiller en prévention qui va te demander de mettre un casque sur un chantier typiquement, ou qui va te demander de porter ton gilet jaune. Voilà, ce genre de truc-là, on va faire en sorte qu'il n'y ait pas d'accident de travail. Est-ce que tu as cette casquette-là aussi, toi ? Pas du tout. Pas du tout. Un autre conseiller en prévention qui existe en Belgique, c'est le médecin du travail. On ne sait pas toujours que le médecin du travail est conseiller en prévention, mais c'est son rôle. Donc il conseille par rapport au volet plus médical, forcément. Il y a aussi les conseillers en prévention en ergonomie qui existent, qui vont plutôt adapter le poste de travail à l'individu et aux travailleurs. Et donc, moi, mon rôle, c'est quoi ? C'est conseiller en prévention, aspects psychosociaux. Moi, je suis là pour conseiller l'employeur par rapport aux difficultés d'ordre psychosocial qui pourraient peser sur les travailleurs. Et donc, c'est vraiment prendre en compte tout ce qui, dans le travail, peut mener à une forme de stress ou provoquer une forme de mal-être, si tu veux. Est-ce que c'est quelque chose qui est apparu récemment, en fait, cette conscientisation au risque psychosocial ? Alors, c'est une très bonne question. Cette loi sur le bien-être au travail, au début, c'est dans les années 80 que le texte de loi apparaît, mais c'est vrai qu'au niveau psychosocial, on parle pas de grand-chose là-dedans. Il y a vraiment pas grand-chose. Ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est un texte de loi qui a vraiment beaucoup évolué en fonction des faits divers qui sont parus dans la presse notamment. Et par rapport aux volets plus psychosociaux, on en parle vraiment depuis entre 15 et 20 ans, avec notamment les affaires France Télécom, qui la était grosse paru, je pense, effectivement. Exactement, c'était quoi, 2008, 2010, je pense, quelque chose comme ça. Et effectivement, à ce moment-là, on voit qu'il y a des évolutions dans la loi. Où, typiquement, avant, pour expliquer grosso modo, on parlait de charges psychosociales dans le code du bien-être. Enfin, c'était pas encore le code du bien-être, mais c'est dans les lois liées au bien-être. Le législateur a changé cette appellation pour parler vraiment de risques psychosociaux, pour vraiment inclure cette notion de nécessité de prévention. Est-ce que tu peux expliquer ce qu'est un risque psychosocial ? Bien sûr. Qui nous écoutent ? Alors,
La définition légale un peu barbare, c'est quoi? C'est la probabilité en tant que travailleur de subir un dommage d'ordre psychique en lien avec l'exposition à certaines composantes du travail. De manière plus familière, qu'est-ce que ça veut dire? En gros, des risques psychosociaux, c'est quoi? Ce sont les éléments du travail qui provoquent du stress sur le travailleur. Et quand je parle de stress, c'est le stress vraiment très large, au sens très large du terme. Typiquement, donc là, la loi, elle va définir 5 familles de thématiques qui peuvent créer du stress ou une forme de mal-être au travail. Par exemple, tout ce qui va être lié à l'organisation du travail, l'organisation des tâches, typiquement, la répartition, tout ce qui pourrait être politique interne, le fait d'avoir une politique de retour au travail, par exemple, forcément, c'est quelque chose qui peut aider dans certaines difficultés. Tout ce qui pourrait être style de management, qui sont parfois des choses qui sont définies au niveau organisationnel, les procédures internes, ce genre d'éléments, c'est vraiment des choses liées à l'organisation. Tout ce qui va être aussi lié maintenant à ce qu'on appelle le contenu du travail vont être importantes. Donc le contenu, ce sont vraiment les caractéristiques de ton métier, de tes tâches en tant que telles. Typiquement, un métier qui a une charge physique hyper importante, une charge mentale hyper importante ou une charge émotionnelle, forcément, ça va avoir un impact en termes de stress. Un exemple que je prends souvent, c'est des infirmiers en soins palliatifs. Forcément, tu te doutes qu'il y a forcément une charge émotionnelle assez importante. Faut pas toujours aller dans des extrêmes comme ceux-là, évidemment. Le fait d'avoir un poste avec une grosse responsabilité où tu es susceptible de faire des erreurs qui sont importantes pour les bénéficiaires, par exemple, ça peut effectivement compter aussi. À quel moment, toi, tu t'es dit, je vais me lancer dans cette voie-là, en fait? Écoute, ça s'est pas fait si naturellement que ça. Moi, donc, de base, je suis psychologue de formation, donc j'ai fait la psychologie du travail parce que je voulais pas me lancer dans la clinique et je voulais pas apparaître comme ce cliché entre guillemets du psychologue dans son bureau, au cabinet. Ça ne me plaisait pas plus que ça comme approche. Je savais pas trop non plus ce que je voyais faire plus tard à ce moment-là, quand je choisissais la psychologie. Je savais que je voulais quelque chose qui me permette de rebondir dans différentes sphères et de T'avais envie de bouger? J'avais envie de bouger pour évoluer, effectivement. Et donc j'ai commencé ma carrière en maison de repos, dans tout ce qui était qualité et formation. Là, je me suis vite rendu compte que finalement, ce qui me plaisait bien au niveau de la qualité, c'était le contact avec les équipes et le fait justement de discuter avec elles, voir comment est-ce qu'on pouvait améliorer les choses les concernant. Et de là, effectivement, je me suis dit, tiens, il y a cette spécialisation qui existe pour les psys, et certains non-psys d'ailleurs, je ferais bien ça. Et donc, effectivement, je me suis lancé dans l'aventure à ce moment-là. Et donc, tu es arrivé ici à Cohesio. Cohesio, c'est quoi exactement? Alors, Cohesio, qu'est-ce que c'est? Il s'agit de ce qu'on appelle un service externe de prévention et de protection au travail. Il y a 2 types de services en fait de prévention. Il y a le service interne et le service externe. Avant Cohesio, j'ai fait 2 services internes d'ailleurs pour essayer. Et donc là, je me suis maintenant rabattu sur Cohesio depuis quelques années. Et donc un service externe, c'est en gros une espèce de service qui va servir de base de compétences pour les employeurs qui ne bénéficieraient pas de conseillers en prévention en interne, typiquement. C'est pour ça que nous, en fait, on regroupe tout un pool de conseillers en prévention sécurité, d'ergonomes, de médecins du travail et de conseillers en prévention aspects psychosociaux, pour qu'on puisse justement intervenir dans les entreprises, chez nos affiliés, en fait. C'est quoi la plus-value d'être externe par rapport à une société qui aurait son service interne? C'est une très bonne question. Je trouve qu'il y a vraiment des éléments positifs dans les 2 cas et des éléments parfois plus négatifs dans les 2 cas aussi. Bon, moi, ce que j'aime déjà beaucoup par rapport au fait d'être externe, c'est le fait que tu as vraiment une diversité dans les entreprises que tu côtoies. Tu vois plein de choses différentes, plein de dossiers différents, tu rencontres des gens vraiment d'horizons hyper divers. Donc ça c'est super chouette. En fait, finalement, d'un cas à l'autre. Ça t'apprend à t'adapter. Ce qui est parfois aussi le côté négatif du service externe. Parfois, quand tu es en interne, tu as une connaissance plus profonde aussi des réalités de terrain. Des personnalités, peut-être aussi. Oui, aussi, tu sais clairement dire, ok, moi je dois intervenir dans cette situation de travail-là bien spécifique. Je sais que j'ai intérêt à utiliser ce levier d'action-là plutôt que celui-là. Qu'en externe, t'as une connaissance peut-être un peu plus transversale, mais parfois, moins en profondeur chez certains affiliés, puisqu'on n'est pas tout le temps. En fait, il y a quand même un cadre de confiance que tu dois avoir avec les gens qui viennent te voir. Par exemple, dans le cas d'un burn-out, je vais dire, ça va être difficile pour quelqu'un qui te connaît pas de venir sonner à la porte de Cohesio et de se dire, je vais parler à quelqu'un d'externe. Écoute, ça dépend. En fait, pour certains, c'est justement un facteur qui va faciliter la prise de parole. Il y en a, c'est le fait vraiment qu'on soit complètement extérieur, qu'on soit complètement neutre. Il faut savoir qu'on est soumis à plusieurs principes au niveau de la loi, notamment le devoir de neutralité. Donc, on n'est pas censé prendre parti dans la situation, et surtout le secret professionnel. Et donc ça, les gens le savent, on les prévient à l'avance. Et donc, le fait de pouvoir nous solliciter et de pouvoir discuter à quelqu'un complètement extérieur à la situation, pour beaucoup d'entre eux, c'est justement quelque chose qui est bienvenu et qui va les aider à prendre la parole. Là où parfois ils nous disent je sais que j'ai des ressources en interne, mais je leur fais pas confiance, ou vu le contexte j'ai pas envie, je trouve ça un peu délicat. Voilà, ça peut arriver aussi. Donc il y a pas un peu cette peur de se dire finalement t'es quand même financé par l'employeur?
Alors, effectivement, c'est tout à fait vrai. Ce sont des affiliés, donc ce sont en un sens les employeurs qui nous financent. Après, donc de nouveau, on a ce devoir. Alors, c'est pas défini comme étant un devoir de neutralité, c'est un devoir d'impartialité, Oui. voilà, tout simplement. Et donc, on n'est pas là pour prendre parti pour un employeur ou pour un travailleur. Nous, on a un rôle de conseil, de toute façon. Parce que l'employeur qui fait appel à toi, son but, quelque part, c'est que ses agents, ses employés aillent bien, ils soient fonctionnels et productifs. Tout à fait. Donc, il va attendre de toi que, justement, tu le remettes sur les rails, finalement. Alors, ça peut arriver, c'est pas le cas de tous, mais ça peut effectivement arriver, tout comme effectivement ça peut être une crainte pour les travailleurs que ça n'arrive. On pose parfois la question, mais qui vous finance exactement? Ce qu'il faut savoir, c'est que en termes de financement, nos tarifs, ils sont définis par la législation. Donc c'est le gouvernement qui fixe nos tarifs. Et donc on n'a pas, nous, plus de tarifs, on va pas recevoir un bonus parce qu'on a fait, entre guillemets, plus de réintégration réussie par rapport à l'employeur ou pas. Donc c'est pas que ça fonctionne comme ça. On est une ASBL, on est une SBL, on est dans du non marchand. Techniquement, notre but n'est pas de faire comme une boîte de consultance et d'augmenter nos chiffres. Bon, il faut rester en croissance pour faire face forcément aux impératifs économiques du moment, mais c'est pas le but, entre guillemets, de faire plaisir à un employeur en plus pour, justement, pour avoir des gains financiers autres. D'ailleurs, les employeurs, par rapport aux conseillers en prévention et aspects psychosociaux, beaucoup nous voient comme des ressources, il y en a aussi parfois qui nous voient plus comme, entre guillemets, des emmerdeurs. Il n'y a pas cette casquette aussi médecine du travail qui est fort négative auprès des gens qui sont malades, finalement. Enfin, j'ai un peu cette perception que les gens qui sont en arrêt de longue durée, qui sont appelés par la médecine du travail, il y a un peu ce jugement de dire « je suis appelé parce que c'est mon employeur qui a convoqué la médecine du travail pour vérifier mon état ». Et ne voit pas ça comme une aide. Ça dépend. Alors, la médecine du travail, souvent, quand il va y avoir effectivement ce genre de préjugés, c'est souvent parce qu'on va la confondre également avec les médecins contrôle, qui sont une instance tout à fait différente. Il y a vraiment une confusion. Il y a une grande confusion, et en plus, on doit rajouter à ça le médecin conseil de la mutuelle. Et donc là, très souvent, moi, les gens, quand ils sont là-dedans, imagine, t'as quelqu'un en burn-out, il en peut plus, il est au bout du rôle. Tu lui parles de médecin du travail, tu lui parles de médecin conseil, tu lui parles de médecin contrôle, il comprend rien. C'est hyper complexe, c'est hyper difficile pour lui y voir clair, parce que même parfois pour nous, attendez... Le processus en Belgique est quand même très lourd. Il est ultra lourd. Il est très pour complexe. Justifier... il a le mérite d'exister quand même, je veux pas le jeter à la poubelle, parce qu'il fait quand même de très belles choses aussi. Mais le trajet du patient est compliqué à comprendre. On n'éclaire pas trop sur... pourquoi en fait il doit aller à ce médecin-là. Pas du tout. Et donc effectivement, c'est vrai que parfois, quand on arrive chez le médecin du travail, on se demande un peu ce qu'on vient faire là et si on vient vraiment juger. Alors que le médecin du travail, lui, son rôle est de conseiller aussi l'employeur. Il rencontre un travailleur, il voit qu'il y a effectivement un impact du travail sur sa santé. Il va juste dire à l'employeur, ben voilà, par rapport à sa situation de travail, effectivement, peut-être qu'il serait intéressant de mettre ça en place ou ça en place. On est là-dedans, on est dans ce conseil-là. Il faut aussi conseiller le travailleur sur certains aspects. Et donc, on n'est pas dans du contrôle. Et ça, parfois, effectivement, on confond ces casquettes. Je vais revenir ici plutôt sur ta casquette de conseil prévention, puisque toi, c'est ton domaine, surtout en risques psychosociaux. Ce sera plus précis comme réponse de ma part aussi. Voilà, si quelqu'un vient te voir justement d'une société externe, vient sonner chez Cohesio pour faire appel à tes services, est-ce que tu le reçois avec une casquette de psychologue à ce moment-là? Alors, moi, je suis psychologue, effectivement, donc je peux pas complètement m'en dépêtrer de cette casquette de psychologue. Par contre, je l'ai dit, je suis pas psychologue clinicien. Notre but, vraiment, ici, c'est de faire de la prévention, c'est pas de faire de la clinique en tant que telle. D'ailleurs, certains de mes collègues conseillers en prévention, aspects psychosociaux, ne sont pas psychologues de formation. On n'est pas obligé d'avoir cette casquette-là. Toi, t'as un petit bonus, on va dire. Oui et non, parce que en soi, les autres, j'ai par exemple une collègue qui avait fait, je pense, les ressources humaines. À la base, c'est pas une mauvaise casquette non plus, parce que tu peux avoir une compréhension plus fine aussi des tenants plus légaux dans une situation de travail, ce qui peut être assez intéressant aussi. Et donc, on vient te voir. Comment ça se passe en tant qu'employé qui est dans un cas de burn-out, on va dire, qui est à l'arrêt et qui se dit mon employeur a mis en place ce système de Cohesio, je vais sonner au numéro. Qu'est-ce qui se passe en fait? Ce qui va se passer, c'est que tout d'abord, pour un rendez-vous, ils vont passer par notre secrétariat, qui vont déjà renvoyer une série d'informations, qui vont déjà demander de compléter des informations concernant le travailleur aussi, pour qu'on sache à qui on va s'adresser, pour que nous, quand on puisse le recevoir dans le bureau, on ait déjà une première vision un peu plus globale de sa situation, typiquement chez qui il travaille, dans quel service, depuis combien de temps. Ça, c'est déjà des informations importantes. Ce sont des informations qu'on va reparcourir également avec les travailleurs lorsqu'on va les rencontrer, parce que nous, c'est important de savoir comment ils se positionnent dans un système. Après ça, nous, on doit leur expliquer aussi la loi. Légalement parlant, on doit leur parler un peu de la loi, de ce qu'ils ont droit de faire, de ce que nous, on peut faire, quel est le cadre légal dans lequel on évolue. Et après, on est un peu dans un entretien libre. Les personnes vont venir nous raconter ce qui va pas. On va essayer de creuser forcément en fonction de nos sensibilités. T'as toujours cette casquette
confidentiel au moment de Toujours. l'entretien. À ce moment-là, toujours, Ok. ouais, effectivement. Et toi, tu vas un peu cocher des cases pour vérifier où se situe exactement le mal-être de la personne, mais t'es pas là pour le soigner. On n'est pas là pour soigner, Ok. effectivement. Ça, c'est pas mon rôle. Moi, quand je vois que je suis vraiment face à quelqu'un qui est en souffrance profonde ou qui mêle potentiellement un état dépressif aussi Oui. à la situation, je lui dis tel quel. Moi, je peux complètement encadrer le volet lié au travail. Oui. Pour l'autre volet, ce serait intéressant de se faire accompagner par quelqu'un de spécialisé là-dedans. Toi, tu vas être là pour l'aider dans la démarche, par exemple, de réinsertion? Tout à fait, par exemple. Ok. Par exemple. À ce moment-là, tu es du côté de l'employé et de l'employeur dans la démarche? Tout à fait. C'est pas la notion, enfin, c'est pas la question de prendre un côté dans la situation, Non, c'est de dans se dire, l'aide. il y a une difficulté, effectivement, qu'est-ce qu'on fait par rapport à cette personne-là? Est-ce qu'on peut jouer, effectivement, vis-à-vis de l'employeur ou plutôt de la hiérarchie directe, puisque c'est souvent Ouais. là que ça va se jouer aussi? Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau du travailleur aussi? Il y a souvent plusieurs aspects qui rentrent en jeu. Il peut y avoir des facteurs individuels liés au travailleur en tant que tel, mais il y a aussi des aspects parfois plus liés à l'organisationnel où là, le management peut avoir son mot à dire aussi dans ce qu'on peut mettre en place. Et si on est concret, qu'est-ce que tu peux apporter alors à ce moment-là si un employeur te contacte et te dit voilà, j'ai quelqu'un qui est en burn-out depuis 1 an, est dans une démarche de réinsertion, mais je suis perdu sur la manière de l'accompagner. Qu'est-ce que tu proposes, toi? Alors, ça va évidemment dépendre d'une situation à l'autre, hein. Chaque cas, notamment de burn-out, sera différent. Ça, c'est pas un seul burn-out qui existe en Belgique, c'est toute une série et chacun le fait différemment. Je pense que la première chose à faire quand on est face à un épuisement professionnel, c'est d'essayer de creuser s'il y a des potentielles causes. On parlait de risques psychosociaux tout à l'heure. Je ne les ai pas tous cités, finalement, il y avait d'autres catégories qui pouvaient rentrer en jeu. On en parlera tout à l'heure, ça c'est pas un souci. Mais donc, effectivement, l'idée, c'est déjà de voir quels sont les facteurs dans le travail qui ont pu mener à cet épuisement. Ça, c'est important. Parce que le burn-out, on l'a pas encore dit, mais c'est quoi? C'est un épuisement professionnel qui va être lié justement à l'exposition à des facteurs de risque, hein. C'est du stress extérieur qui va venir épuiser la personne. Et donc, il faut identifier ces facteurs de stress. Ça peut être l'organisation, mais ça peut être aussi un problème d'interaction entre personnes. Exactement. Ça peut être du relationnel, hein. C'est l'une des composantes du travail qui est facteur de risque psychosociaux, tout à fait. Ça pourrait être lié à l'environnement de travail plus physique, ça pourrait être lié aux conditions de travail en tant que telles. Il peut y avoir toute une série de choses. Il faut savoir que, j'ai envie de dire en Belgique, mais même partout dans le monde, il n'existe personne qui, dans son travail, ne soit pas soumis à des facteurs de risque psychosociaux. La question, c'est de savoir si la personne va subir des dommages liés à ces facteurs de risque psychosociaux. Et donc là, c'est vraiment le tout d'essayer de déterminer quels sont les facteurs dans le travail qui ont pu mener à cet épuisement progressif de la personne, puisque ça ne s'est pas fait du jour au lendemain non plus. Est-ce que c'est effectivement purement du relationnel? Est-ce que c'est de l'organisationnel? Est-ce que c'est une combinaison des deux? Et très souvent, c'est le cas. On est rarement sur une seule composante du travail qui justifie... c'est un peu une boule de neige, au final. Exactement. Et très souvent, les relations de travail qui se dégradent, c'est souvent une conséquence. C'est souvent une conséquence, finalement, d'autres facteurs de risque aussi qui sont... Est-ce qu'il y a une conséquence qui est plus réparable qu'une autre pour aider une personne? Est-ce que toi, dans ton constat, dans ton vécu, tu constates une meilleure réussite quand ça concerne plus du relationnel ou à débloquer? Spécialement, c'est une très bonne question. Je peux pas dire qu'il y a jamais de solution miracle au niveau des facteurs de risque psychosociaux parce que c'est tellement dépendant de facteurs individuels et organisationnels, voire collectifs, qu'effectivement, on n'a jamais même de contrôle à 100% là-dessus. Pour le relationnel, même si la personne qui est en face de moi est hyper au taquet et veut vraiment rétablir une relation de travail avec un collègue avec qui il sera en conflit par exemple, si la personne en face, elle veut pas réparer la relation, ça n'ira pas. Ça n'ira pas. Je suis peut-être parfois un peu pessimiste quand j'analyse certaines choses, mais je suis pas toujours certain qu'il y ait même de solutions dans certaines situations. En tout cas, de solutions pour réparer la situation en tant que telle et revenir à la même situation qu'avant. Est-ce que la solution, pour toi, souvent, c'est de délocaliser un peu la personne ou de trouver une solution pour la placer ailleurs Ça peut être effectivement une solution. Ça peut être une solution. Même si je viens de te dire que dans certains cas, je trouve qu'il n'y a pas de solution miracle, je trouve qu'il faut quand même essayer des choses avant. Il y a de quoi se creuser la tête en fait à chaque cas. Tu rencontres tout à fait. une situation différente et il faut jouer avec ce que tu as aussi dans les possibilités. Exactement. Et parfois, c'est aussi vraiment au niveau individuel que ça va se jouer. Hein. Parfois, c'est la personne qui doit aussi avoir un déclic. On parle de burn-out depuis tout à l'heure, et donc ça, c'est assez intéressant parce que le burn-out, effectivement, il y a ces facteurs organisationnels qui sont hyper importants et sur lesquels je trouve qu'il faut jouer obligatoirement, mais il y a aussi toute une série de facteurs individuels et parfois avec certaines remises en question ou certaines stratégies d'adaptation, la personne peut aussi se remettre un peu sur les rails toute seule. Pour moi, ça suffit pas complètement, il faut que ça aille un peu dans les deux sens, mais effectivement, il y a comme déjà toute une série de choses que la personne peut faire à son niveau. Et donc là, ça peut valoir la peine de creuser avec elle, voir ce qu'elle fait déjà pour elle,
et ce qu'on peut rajouter en plus. Et donc, dans ton expérience de travail, est-ce que tu as l'impression que les entreprises sont plus conscientes de la nécessité de faire appel à toi, de faire attention justement au bien-être Je pense que, alors je sais pas si c'est une conscience, je pense que une obligation peut-être aussi. Il y a une obligation aussi, c'est ça, exactement. Je pense qu'il y a vraiment deux cas de figure. Il y a effectivement des entreprises, j'ai des affiliés avec qui j'adore bosser d'ailleurs parce que eux ils sont vraiment emparés de cette notion de bien-être et en font vraiment quelque chose d'important au quotidien. Ils mettent en place plein de choses et c'est super chouette parce qu'on voit vraiment que là que le côté sensibilisation il est déjà acquis. Dans d'autres cas, ils démarrent peut-être de zéro au final. Oui, il y en a qui démarrent de zéro, mais aussi qui n'en ont absolument aucun intérêt. Il y en a, on va pas se leurrer, même si je trouve que ça avance beaucoup en Belgique. C'est plus dans un cadre légal qu'ils sont dans l'obligation de faire appel. On est obligé de faire une analyse des risques, on va la faire. Oui. Mais c'est pas ça doit être dur de travailler dans ce cadre-là, avec ce genre de société qui a cette mentalité-là. C'est pas le même travail. Ouais. C'est pas le même travail. Je te parle de sensibilisation. Je pense que là, c'est vraiment ici. Enfin, on en parlait récemment avec une collègue justement qui travaille qui a une double fonction quelque part, et son patron lui a dit que il voulait pas engager de personne de confiance en interne, qu'il voulait pas mettre en place une personne de confiance en interne. Alors, ma collègue qui est comme infirmière aussi lui dit c'est important, c'est obligatoire. Oui, on demandera à Cohesio de le faire. Non, mais il y a une obligation légale quand même à suivre, donc il faut le faire. Oui, c'est pas important. Non, mais si, c'est important aussi parce que c'est un premier levier. Tu peux peut-être développer un peu ce que c'est justement une personne de confiance parce que, à mon avis, il y a peut-être des auditeurs qui savent pas. Exactement. Une personne de confiance, en gros, ça va vraiment être quelqu'un qui est interne à l'entreprise, qui va suivre une formation de 5 jours pour pouvoir opérer à un niveau informel dans certains dossiers d'ordre psychosociaux. Alors, mais en gros, ça veut dire que la personne de confiance, elle va disposer de certaines compétences du conseil en prévention aspects psychosociaux pour gérer déjà certaines situations de travail en interne. Elle va pouvoir notamment recevoir des travailleurs pour parler avec ce travailleur justement dans un cadre confidentiel aussi, parce que le cadre légal est le même que le nôtre. Elle va pouvoir intervenir auprès de hiérarchie, elle va pouvoir intervenir auprès d'autres personnes ressources en interne à la demande du travailleur qui sera en difficulté, et elle va également pouvoir réaliser ce qu'on appelle des conciliations, donc des formes de médiation avec les travailleurs. Et ça, c'est une obligation légale. Exactement, c'est devenu une obligation légale d'avoir une personne de confiance en interne. C'est seulement pour les entreprises au-delà de 50 personnes. Exactement. 50 personnes, il faut une personne de confiance. L'idée, c'est de se dire qu'il y a encore toute une série de choses où l'employeur sait qu'il doit faire quelque chose, mais ça l'intéresse pas. S'il le fait, c'est purement par obligation légale, mais sans chercher à mettre en place les moyens que ce soit vraiment efficace. Je fais plein d'analyses des risques et très souvent, on va notamment analyser la politique interne de bien-être. Et dans plein de cas, l'employeur met en place des choses, mais va pas communiquer dessus. Et donc, en fait, les gens ne sont pas au courant qu'il existe ces politiques internes. Et donc, pour ça, on ne sait pas utiliser, c'est pas exploité. C'est vu un peu comme la dérision, en fait. C'est vraiment pour dire j'ai acté le fait qu'il y en a une, mais on communiquera pas là-dessus et la personne n'est peut-être pas bien formée. Tout à fait. Et donc, on parle de personnes de confiance. Plusieurs fois, quand je forme des personnes de confiance, elles reviennent vers moi quelques mois après en me disant écoute, Mathilde, j'ai toujours reçu personne. Ce qui n'est pas grave en soi, ça peut arriver, ça peut arriver, mais surtout, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de communication, que l'employeur ne me met pas vraiment de local à disposition pour faire ça. Enfin voilà. Donc, effectivement, il y a quelque chose à creuser encore par rapport à ça. Encore du travail. Je vais revenir juste sur les chiffres aussi de Cohesio. J'avais vu que au niveau de vos chiffres, on constate une augmentation de 30% des consultations en 15 ans. Je me demandais si c'était le signe d'une conscientisation ou un changement, un éveil collectif finalement que les personnes ont sur l'importance d'être bien à leur travail. Est-ce qu'il y a dans la société de maintenant, est-ce qu'il y a une plus grande conscientisation à la nécessité du bien-être personnel? Déjà, il faut savoir que Cohesio a grandi. Ça va expliquer une partie de l'augmentation des chiffres. Ça va pas expliquer 30%, certainement pas. Non, je pense qu'effectivement, il y a une forme d'éveil collectif et une prise en compte. On en parle beaucoup. On en parle beaucoup plus qu'avant. En soi, il y a 15-20 ans, burn-out, c'était pas un mot qu'on employait. C'est un mot qui existe depuis plus longtemps que ça, pourtant. Mais on n'en parlait pas. Et de nouveau, quand on réfléchit, 15 ans, on est quelques années après France Télécom, nouveau. C'est de nouveau des faits divers. Il n'y a pas que celui-là, mais il y a plusieurs faits divers qui ont pu mettre en avant vraiment cette nécessité de prendre en compte le bien-être des travailleurs. Et effectivement, il y a une prise de conscience qui se fait au fur et à mesure des années aussi par rapport à ça. Et le dernier événement en date, vraiment majeur en la matière, c'est le Covid. J'allais justement y venir. Est-ce que toi, tu vois une différence, en fait, l'avant, l'après-Covid sur la santé mentale des gens? On a tous vu une différence, je pense. Effectivement, les gens vont pas bien. Entre guillemets. Non, c'est pas que les gens vont pas bien. Je pense que les gens n'allaient déjà pas bien avant, entre guillemets. Enfin, ceux qui venaient nous voir en tout cas. Mais effectivement, ce qui va se passer, c'est que avec le Covid, on s'est vraiment rendu compte, en fait, qu'on pouvait fonctionner d'une manière aussi, je pense, pendant plusieurs mois. Enfin, je fais plutôt référence aux métiers plus classiques, plus de bureaux, etc. On a vu qu'on pouvait fonctionner avec un rythme complètement différent et qu'en fait,
Ça fonctionne. Ouais, ça fonctionnait, et donc revenir en arrière, c'est compliqué. Les priorités, elles ont commencé à changer, mine de rien, aussi pour les travailleurs. Donc il y a plein de choses qui se passent. Je pense qu'aussi, effectivement, en termes de connaissances, pas que de Cohesio, mais des services externes ou des services internes ou même des politiques internes, de manière globale, ça commence à se diffuser de plus en plus. Donc les gens sont de plus en plus au fait des procédures qui existent aussi. Il y a 15 ans, les gens, on leur parle de Cohesio. Bon, Cohesio, on a des moyens de communication. Exactement, ils savaient pas ce que c'était. Oui. Donc, le service externe, on pensait à quoi? Au médecin du travail parce qu'on avait la visite médicale, mais ça s'arrêtait là. Donc là, ça commence à grandir, les gens commencent à connaître davantage finalement ce type de structure aussi. Donc je pense qu'il y a cette information, enfin cet effet d'information qui a un impact qui est pas négligeable aussi là-dessus, qui est important. Et quand on couple à ça forcément ce côté où on va prendre davantage en compte la notion de bien-être, et là forcément ça va expliquer une augmentation des chiffres. Mais comment on justifie que le Covid a fait un peu renverser la donne sur la manière de penser des gens, et que j'ai un peu le sentiment qu'on a eu le temps de réfléchir, le temps de se remettre en question, et comme tu dis, de remettre en cause nos priorités. Le problème, c'est qu'on fonctionne dans une société capitaliste en plus, qui doit fonctionner, qui doit être rentable, et on nous a demandé de revenir à un rythme traditionnel. Donc, comment on fait en tant qu'individu pour décider d'être OK avec le fait qu'on doit être rentable, et en même temps, on est un individu à part entière, et quelque part, se satisfaire de sa propre quête de sens, on va dire. Comment on fait avec ça? Je pense que tu touches un point très sensible, et je pense que c'est notamment ce point-là et cette espèce de divergence de valeurs aussi qui fait qu'on a beaucoup de mal-être actuellement et beaucoup de personnes qui ne retrouvent pas de sens dans leur travail de manière globale. Je pense que c'est effectivement c'est vraiment cette inadéquation entre les valeurs qu'on souhaite retrouver dans le travail actuellement, dans le sens qu'on souhaite lui mettre, et ce que le système du travail actuel nous permet comme amplitude. Parce que j'aime pas tomber dans le discours du le travail est mauvais pour la santé. Je pense que c'est pas le cas. Le travail, il peut être vraiment hyper révélateur pour plein de personnes. Il peut être une vraie ressource pour plein de monde aussi. Même au niveau relationnel. Au niveau relationnel, ça peut être hyper riche aussi. Donc c'est pas le travail en tant que tel, c'est parfois le système du travail dans lequel on évolue actuellement qui, je pense, ne correspond plus effectivement aux attentes des gens et à ce qu'on veut. Les trajectoires de carrière changent énormément. C'est pas pour rien. On passe sur des trajectoires de carrière beaucoup plus horizontales. On n'a plus spécialement envie de rester à un seul endroit, de gravir tous les échelons comme avant. On a envie de découvrir plus de choses. On veut. Ça, tu le constates que les gens ne restent pas spécialement dans leur fonction. De plus en plus. C'est plus, ils passent d'un métier à un autre plutôt que de rester dans la même société, évoluer. C'est quelque chose qui commence effectivement à se faire remarquer. Alors, je sais pas s'il y a encore. Je pense que la trajectoire verticale reste quand même encore la norme actuellement, mais effectivement. Dans les nouvelles générations, on a quand même de plus en plus souvent cette espèce de saut et de bond entre différentes carrières parce qu'on se cherche, on a envie de découvrir de nouvelles choses, etc. Mais je trouve que c'est aussi des choses qu'on peut voir même chez des personnes un peu plus âgées. Il ne faut pas croire que ce soit que les jeunes. Il y a beaucoup de personnes plus âgées qui ne se voient pas non plus évoluer dans ce système-là toute leur vie non plus. Est-ce que cette évolution de société, il n'y a pas aussi une part fort individualiste? Ah si, je pense que oui, bien sûr. Et un peu, c'est peut-être aussi mon avis par rapport aux réseaux sociaux, mais il y a ce côté fait que on voit beaucoup de gens décider de tout quitter pour partir vivre ailleurs, mais dans la vraie vie, je veux dire, tout le monde ne peut pas faire ça. Tout le monde ne peut pas dire je vais tout quitter, parce que si tout le monde faisait ça, on n'a pas de société qui tourne, personne pour nous servir au restaurant finalement. Donc je me dis, est-ce que c'est toujours le bien-être personnel qui doit primer finalement dans... C'est un avis personnel que je te demande. C'est une bonne question, c'est toujours la notion, et c'est une question intéressante parce que nous, quand on fait de la prévention, je reviendrai sur ta question après, mais on a toujours cette interrogation de savoir si on fait primer le collectif ou l'individuel. Moi, j'ai tendance à dire il faut faire primer le collectif plutôt que l'individuel. Parce que sinon, effectivement, je prends un exemple, mais si tu es dans une structure que tout le monde décide de te mettre en mi-temps médical parce que n'en peut plus du travail, etc., tu sais plus faire tourner le collectif. Non. Il y a un moment, ça bloque, tu arrives à une contrainte du système. Et je dis pas que, pour autant, cette demande de mi-temps médical de ces personnes ne sont pas justifiées, c'est pas ça l'idée, mais effectivement, il y a un moment, il faut qu'on puisse prendre en compte le besoin collectif et de faire tourner la chose, sinon ça part en vrille. Il n'y a pas un peu une vision du collectif qui est un peu tronquée, ou très négative maintenant? Qu'on n'a plus cette sensation que faire partie d'une société, c'est quelque chose qui peut être gratifiant et qui peut nous rendre heureux? C'est une bonne question aussi. À nouveau, je pense qu'on peut faire des liens. Je ne sais pas si on a une vision négative du collectif. Je ne sais pas si je dirais ça. Mais je pense qu'il y a
peut-être moins d'engagement dans le collectif de certaines personnes, effectivement. Quand on disait juste avant qu'effectivement, de plus en plus, on observait ces phénomènes de je change de carrière pour rester au même niveau, mais voilà, forcément, quand tu sais que tu prévois ce genre de projet de ne pas rester spécialement en place, tu vas pas t'inclure dans le collectif de la même manière. Tu vas pas t'investir de la même manière. Créer des liens. Si tu ne cherches pas exactement à monter dans la boîte, tu vas pas spécialement t'inclure dans le collectif de la même manière non plus. C'est pas spécialement ce que tu souhaites. Malgré tout, je peux pas dire que ce soit que les gens qui bougent qui veulent plus s'inclure dans le collectif. Ça reste des phénomènes que j'observe à peu près, dans pas mal de niveaux différents de la société ou de travail, aux différents types de travailleurs. Mais je rencontre parfois des enseignants dans des dossiers où effectivement on va me dire ce sont toujours les mêmes qui vont s'investir pour la fancy-faire. Typiquement, ce sont toujours les mêmes qui vont faire ça. Ça arrive, et très souvent quand on fait des analyses des risques, même dans différents types d'entreprises, c'est cette question de la différence d'investissement, elle ressort souvent. Tout le monde ne s'investit pas de la même manière, et c'est pas spécialement une question d'âge. Mais ça c'est une question de personnalité aussi. Tout à fait. Il y a des suiveurs, il y a des meneurs. Ça peut, tout à fait. C'est pas pour autant que ce sera perçu comme ça par les personnes, mais effectivement, ça peut l'être. Surtout qu'il n'y a pas toujours d'obligation légale de s'investir de la même manière d'une personne à l'autre, mais en tout cas, au niveau du collectif, ça peut être mal perçu de moins s'investir. J'ai une question, peut-être que tu n'auras pas de réponse, mais je me demandais si le développement personnel, le fait que les gens se conscientisent de plus en plus au bien-être, et lisent et regardent ou écoutent des podcasts sur le développement personnel, ne crée pas plus un éveil, mais aussi un malaise finalement, que quelque part le déni ou ne pas avoir conscience de certaines choses, finalement rendait heureux. Oula, oui, c'est une bonne question. C'est plus une question existentielle. Alors, c'est un avis plutôt personnel. Qu'est-ce que je pourrais te dire là-dessus ? Parce que par exemple, je vais prendre dans mon cas, je suis en train de lire un livre sur le principe, le triangle du sauveur. Le triangle dramatique de Karpman. Le triangle dramatique. Et le fait que je m'éveille à ce thème-là me fait analyser les choses différemment. Et donc, dans les relations même personnelles, je vais tendance à l'analyser en me disant, on est dans ce contexte-là. Il y a un manque de naturel, du coup, dans la discussion avec la personne, finalement, ou dans mon conflit que je vais vivre. Est-ce que finalement, le fait de se conscientiser, ça ne crée pas justement un manque de naturel chez les gens ? Pas toujours, parce que ça dépend comment est-ce que tu l'emploies. Certains vont employer ce type d'outil de manière très mécanique, et où effectivement ça risque d'entraver un petit peu ce côté plus organique des interactions humaines. Ça, je pense qu'effectivement ça peut être le cas. Pour revenir à ta question plus initiale, est-ce que le développement personnel peut créer une forme de mal-être ou des problèmes ? Je trouve que ça dépend de comment c'est mené, de comment c'est encadré. Il y a des personnes que j'ai pu rencontrer par moment qui effectivement étaient très centrées sur le développement personnel, qui lisaient énormément, se remettaient énormément en question tout le temps. Et en fait, du coup, se prenaient la tête à fond. Mais là, je pense pas que ce soit spécialement le développement personnel qui soit en cause. Je pense que c'est la personnalité aussi, la personne qui en fait cherche la petite bête et qui cherche constamment à s'améliorer, alors que parfois, en fait, il faut aussi s'accepter comme on est. On n'est pas parfait, on est des êtres humains. Donc, il faut mettre un levier aussi. Et dans certains cas, je pense aussi qu'on peut faire du développement personnel et être suivi par certaines personnes. Je rentre pas dans le débat coach, psy, etc. C'est pas la question, parce que n'importe qui peut faire ça très bien, n'importe qui peut faire ça n'importe comment. Mais en fonction de qui nous accompagne dans ce type de processus, ça peut créer des dégâts ou ça peut être hyper révélateur pour la personne. Ça dépend un peu. C'est un peu du cas par cas au final. C'est du cas par cas, exactement. Et moi, ce que je perçois par contre aussi, c'est que le développement personnel devient une réponse un peu bateau de l'employeur ou du management à des difficultés psychosociales. On va dire machin, il a des problèmes relationnels dans l'équipe, c'est pas grave, on va lui mettre un coach et puis ça va aller mieux. Dans le fond, c'est pas une mauvaise idée. C'est décharger la responsabilité. Voilà, c'est un peu décharger la responsabilité sur l'individu. Je te disais tout à l'heure, oui, on peut travailler au niveau individuel. Si c'est fait correctement, c'est hyper intéressant pour la personne de manière globale, même pour l'ensemble de sa vie, pas que pour le travail. Mais il faut pas non plus que l'employeur il se dédouane dans la mise en place de choses pour résoudre les difficultés psychosociales qui rencontrent. Est-ce que t'es pas vu quelque part comme le sauveur finalement quand t'es engagé par ce genre de société? Ça peut arriver. Pour dire, allez, on se décharge de cet aspect-là, on a une difficulté avec un employé, on passe par cohésion. Ça peut complètement arriver, bien sûr. L'une des grosses difficultés de mon job, et ça je pense que beaucoup de mes collègues te le diront, c'est l'instrumentalisation. Pourquoi ? Parce qu'on va se faire instrumentaliser, pas tout le temps bien sûr, par certains employeurs, par certains travailleurs, par certains syndicats, par certains avocats qui vont tenter de passer par nous pour, entre guillemets,
Savoir En fait, que- pour nous faire partir de notre devoir, enfin, pour nous faire prendre position, et donc pour ne pas respecter Ouais. notre impartialité, si tu veux. Et donc, un travailleur qui veut absolument se voir en tant que victime, s'il cherche absolument à nous mettre là-dedans, pour nous, ça doit être inconfortable. Un employeur qui cherche absolument à écraser des travailleurs sous prétexte que, hein, ça va être inconfortable aussi. Comment tu fais pour garder ton impartialité alors dans ce genre de cas? Alors, c'est une très bonne question. Pour moi, le plus important, c'est le cadre légal. On a un cadre légal qui est très strict, et ce cadre légal, il nous protège aussi. Est-ce que toi, tu es coaché, enfin, je veux dire, quand tu es sur des cas compliqués, tu as peut-être parfois besoin d'un regard Mhm. toi-même extérieur, parce que tu es embriqué dans cette histoire, même si tu restes un regard externe, tu fais partie de l'histoire à partir du moment Tout où à on vient fait, la déposer tout chez à toi. fait. Alors, pas sur tous les dossiers, bien sûr. Mhm. Je pense que comme tous les spécialistes psy, etc., c'est important effectivement pour échanger Mhm. de certains dossiers. Et moi, on n'a pas spécialement de supervision toutes les semaines dans l'équipe, c'est pas que c'est prévu comme ça, mais moi je sais qu'avec mon équipe ici de Charleroi, en tout cas, on discute énormément de dossiers ensemble. On parle souvent quand on a des trucs un peu compliqués. Moi, je sais quand je remets un rapport suite à une demande formelle, par exemple, souvent je vais le faire lire. Parce que y a toujours plus d'esprit dans deux têtes que dans une seule, et ça te permet de voir s'il y a des trucs à côté desquels t'es passé, par exemple. Ouais. Donc moi je trouve qu'effectivement c'est important de pouvoir échanger, Ouais. parce que même si tu sais que tu dois rester neutre, bah oui on reste humain, et donc il y a d'office des moments où on va être soumis à nos propres biais de perception. Oui, il y a tes Et- valeurs qui peuvent Bah oui jouer exactement, et il y a des choses auxquelles tu es plus sensible par rapport à d'autres, donc effectivement il y a des choses que tu vas peut-être moins laisser passer entre guillemets, sur lesquelles tu vas peut-être plus t'offusquer ou moins, ou justement moins t'offusquer, enfin ça dépend un peu. Je trouve que c'est important effectivement d'avoir un regard extérieur. Est-ce que tu as, dans les personnes que tu vois, plus de personnes âgées, plus de personnes jeunes, qui, par exemple, dans le cadre du burn-out, Mhm. quelle est la tranche d'âge en général que tu constates? C'est une très bonne question. Pour moi, on va en avoir différentes. Enfin, il n'y a pas une tranche d'âge en particulier, j'ai l'impression. Enfin, Plus- regarde, de mon expérience, quand tu vois les chiffres, j'ai l'impression qu'on disait que c'était plus à partir de 40 ans qu'on voyait vraiment une augmentation des cas de burn-out, etc. Malgré tout, il y en a aussi beaucoup en 30 ans, donc je ne sais pas s'il y a vraiment une catégorie qui est plus touchée que l'autre. Ce sera juste pas toujours pour les mêmes pour les mêmes raisons, pardon. Typiquement, 30-40 ans, pourquoi est-ce qu'on est en épuisement professionnel? C'est parce que c'est encore le début de la carrière, on a encore cette preuve à faire, on essaye de se positionner dans un marché de l'emploi qui est pas évident, qui peut être concurrentiel, avec des facteurs socio-économiques qui sont complexes, les prix de l'immobilier, etc., qui n'aident pas du tout, et donc on s'accroche à des jobs, etc. C'est le début de la vie familiale, et donc là je suis bien placé pour en parler, c'est fatigant, quand tu dois jongler entre les marmots qui sont malades, le boulot, etc. Donc ouais, effectivement, tu peux vite avoir des surcharges mentales un peu plus importantes à ce moment-là. Après 40 ans, il y a encore d'autres choses, c'est encore la vie de familiale qui est assez importante, mais on arrive aussi à la crise de la quarantaine, la fameuse. Ça existe, ça? Je peux pas dire que je l'observe vraiment à partir de 40 ans, paf, tu passes à la crise de la quarantaine, mais effectivement, il y a une remise en question. À partir d'un moment, je sais pas s'il y a une remise en question, mais t'en as un peu marre, quoi. Quand ça fait 15 ans que tu es dans la même boîte, que tu fais la même chose, etc., beaucoup de personnes, au bout de 15 ans, ils ont envie de changement. Je sais pas si c'est une crise de la quarantaine en tant que telle, mais en tout cas, par rapport au boulot. C'est peut-être parce qu'on voit le chemin écoulé et le chemin à parcourir encore. On se dit, on est encore assez jeune pour changer, que ce soit vie professionnelle, vie privée. J'imagine que c'est ça qui se passe. C'est un sujet que j'aborde souvent. J'ai 37 ans, donc forcément. Tu te rapproches de la ça me touche. J'essaie de questionner beaucoup à ce sujet-là. Je pense aussi que par rapport à cette population-là, ce qui est intéressant, c'est l'hyperconnectivité. Oui. Plus que certaines générations, peut-être plus âgées, effectivement, on est ultra connecté, donc on est tout le temps avec nos téléphones, on est tout le temps relié au travail aussi. Je pense qu'il y a moins de déconnexion sur cette tranche-là que sur les autres, entre guillemets. Ça a fait des dégâts, ça? Je pense, tu le vois. Ça, vous avez un protocole pour la drogue au téléphone, quoi, je veux dire. Alors, il n'existe pas un protocole en tant que tel. On le reconnaît que c'est une addiction? Oui, je pense qu'on peut le reconnaître. Je pense qu'on peut le reconnaître. Moi, c'est une amie qui est psy et qui bosse notamment beaucoup. Elle est psychologue et est spécialisée notamment dans les addictions et travaille beaucoup avec les adolescents, justement par rapport aux addictions avec les smartphones, justement. Donc c'est assez intéressant de se dire qu'on est déjà dans des étapes de désensibilisation dès l'adolescence. Mais comme tu disais, aux 30-40 ans, est-ce que cette hyperconnectivité fait qu'on n'a pas un regard sur le monde beaucoup plus vaste? C'est hyper anxiogène. C'est vrai que c'est un autre facteur que j'ai pas ajouté, mais pour être 30-40 ans, c'est de voir, il me reste 40 ans à tirer dans ce monde aussi. Je suis pas encore arrivé à mes... Et on se dit, donc où est-ce qu'on va?
Oui. Où est-ce qu'on va? C'est hyper anxiogène au niveau écologique, au niveau social, au niveau économique. Ben oui, il y a plein d'autres choses qui interviennent. Et donc, même si le burn-out, c'est quelque chose qui est essentiellement lié au travail et au professionnel, malgré tout, il survient quoi? À quel moment? Quand il y a un déséquilibre entre les ressources de la personne et son travail. Mais quand on est déjà vidé de son privé parce qu'il y a tout ce côté plus anxiogène aussi qui existe, etc., on a déjà moins de ressources pour faire face au travail aussi. Donc forcément, ça impacte. C'est vrai que si on se remémore l'époque de nos parents, leur jeunesse sans téléphone, sans Internet, il y a moins de données, d'informations sur le monde finalement, ou de comparaisons à faire avec Je pense que c'est les ça. amis, la famille Oui. ou autre, puisqu'on ne voyait pas. Mhm. Donc ça nous tracassait moins de savoir que quand on fermait notre porte, on était juste chez soi. Tout à fait. Parce que le monde, je pense qu'il s'est toujours un peu cassé la figure. Hein. C'est Oui. pas que ça commence que depuis 15 ans. Hein. Le monde, il a toujours été un peu comme ça. L'être humain, il a toujours été assez magnifique et créatif pour se mettre dans des situations complètement débiles. Mais effectivement, je pense qu'avec l'accès à l'information, on se rend beaucoup plus compte de tout ce qui se passe. Tu as parlé que dans les risques psychosociaux, il n'y a pas que le burn-out, il y a aussi notamment des problèmes de conflit, des problèmes de harcèlement. Ouais. Ça aussi, tu gères. Oui, effectivement. C'est vrai que du coup, je l'ai pas été tout au bout, mais donc quand on parle vraiment des risques psychosociaux au travail, donc je t'ai déjà dit qu'il y avait l'organisation de contenu, on a brièvement abordé le côté relationnel, tout ce qui est relié à l'environnement de travail et aux conditions de travail, et donc effectivement, au niveau plus relationnel, on va pouvoir notamment retrouver tout ce qui va être typologie de conflit, de harcèlement, moral, sexuel, tout ce qui va être discrimination aussi. Donc ça, ce sont tout à fait des thématiques qu'on est amené avec lesquelles on travaille plutôt. C'est même d'ailleurs le volet rationnel, le point pour lequel on nous sollicite le plus, même plus que le burn-out. Hein. On a beaucoup plus de dossiers liés au relationnel au travail que liés Est-ce que ça veut dire qu'on ne s'entend plus ou Je pense pas que ce soit une question que les gens ne sont plus capables de s'entendre. Je pense que on s'est jamais entendu. Hein. De nouveau, hein, les guerres, c'est pas récent. Hein. Les conflits, c'est pas récent. Malgré tout, je pense qu'ici, il y a quand même une forme d'irritabilité qu'on ressent très fort chez les gens. On parlait de monter un peu de l'individualisme. Oui. Je pense que c'est en lien aussi. On va moins se laisser faire aussi, dans une certaine mesure, et donc les conflits ont plus tendance à péter, tout simplement, entre collègues. On va moins avoir cette vision du collectif où il faut préserver le collectif, hein, et donc le conflit peut effectivement plus vite prendre de l'ampleur. Après, encore une fois, les réseaux sociaux ou les moyens de communication n'aident pas à déconnecter une fois qu'on part du travail. Ah, mais je peux dire que le nombre de dossiers que j'ai qui ont été, ou c'est des conflits qui ont été exacerbés par des réseaux sociaux, je les compte pas, quoi. Je les compte pas. Ça peut avoir un jeu immense. J'étais dans un groupe WhatsApp avec mes collègues, machin m'a retiré du groupe WhatsApp. Enfin, t'es sur des bêtises comme ça, mais ça a un impact important quand même. Et donc, c'est des jeux, mais qui se poursuivent en dehors de la sphère professionnelle. C'est quoi quand on parle de harcèlement scolaire pour l'instant chez les jeunes, que je connais pas, enfin, c'est pas ma maîtrise, hein, c'est pas mon domaine, mais effectivement, on voit que c'est ça qui est compliqué aujourd'hui, c'est que là, ça se poursuit tout le temps et il y a plus de zones où l'enfant n'est plus touché par le harcèlement, si tu veux. C'est parfois un peu ce qu'on peut voir au niveau des travailleurs aussi. Alors, je parle plus de conflits que de harcèlement, parce qu'effectivement, on a des chiffres avec beaucoup de dossiers de harcèlement qui débarquent sur notre bureau au quotidien. Beaucoup de personnes viennent nous voir en nous disant se faire harceler, mais ces chiffres, ils sont biaisés. Parce que toutes les situations qu'on nous rapporte comme étant du harcèlement ne sont pas du harcèlement, objectivement. Très souvent, c'est même le constat inverse, on est dans du conflit qui part en vrille, hein, qui prend des proportions, on arrive dans des attaques. Est-ce que la personne se dit harcelée, mais si tu creuses le sujet, tu vois que ça part dans les deux sens? C'est ça, c'est très souvent le cas. Il y a effectivement, évidemment, des dossiers véritables de harcèlement aussi, hein, bien entendu, mais à côté de ça, il y a aussi plein de vraies situations de harcèlement au travail qui ne remontent pas jusqu'à nous parce que les gens préfèrent se taire. Donc, tu vois, les chiffres sont très biaisés par rapport à ces dossiers de harcèlement. C'est très compliqué d'avoir des données vraiment concrètes sur ce type de difficultés. Parce que je prends un exemple un peu cliché, mais tu es un travailleur vraiment tout en bas de l'échelle, tu te fais harceler par ton directeur général. Même si Coelho existe, qu'on peut effectivement avoir des approches pour travailler sur le harcèlement, je suis pas hyper serein à l'idée d'aller nous voir et de débrouiller tout ça, quoi. Donc, effectivement, c'est biaisé. C'est biaisé. Et je parle pas du harcèlement sexuel où là aussi, forcément, les chiffres sont encore moins clairs parce qu'il y a plein de trucs qui se taisent aussi à ce niveau-là. C'est toujours aussi fréquent, enfin, je veux dire ça, il n'y a pas... Harcèlement sexuel, encore. Je pense qu'il y a un éveil de plus en plus qui se fait au niveau de ce type de questions du harcèlement sexuel au travail.
malgré tout, il y a encore beaucoup Il y de a des boulot à faire. comportements qui étaient normalisés, Ouais. qui ne le sont plus. On voit quand même une évolution sur des propos qu'on peut tenir sur plein de sujets où on se disait c'est de la rigolade. Oui, tout à Que fait. maintenant, on éduque en fait. On commence à se rendre compte. Ouais. Malgré tout, moi, quand je fais des sensibilisations pour des lignes hiérarchiques ou pour des équipes, et que je parle notamment de cette notion de harcèlement sexuel qui est un comportement indésirable sur le travail, je peux quand même te dire que systématiquement, je vais toujours avoir au moins un Gus, parce que c'est souvent un mec, on va pas se leurrer, qui va faire, oui, mais on peut quand même plus rien dire, on peut plus rien dire, on peut plus faire de blagues, etc. Donc, malgré tout, il y a encore du boulot, quoi. Il y a encore du boulot. Et même si, collectivement parlant, ça avance, il y a encore des dossiers parfois vraiment lourds, par rapport à ça. Ça peut aller loin. C'est pas que des blagues graveleuses qui se passent au travail. Non. Moi, j'ai déjà pu être interpellé sur un dossier où c'était une travailleuse, ça faisait 7 ans que toutes les semaines, elle se faisait agresser sexuellement. Et ça, c'est un dossier qui se passe il y a 3 ans. C'est chaud de tenir le coup autant de temps sans partir. Effectivement. Je sais pas quel mécanisme on met en place pour se dire je vais quand même me lever le matin et continuer à aller là-bas. Dans cette situation bien précise, il y avait une forme de déni assez important. C'est un mécanisme de défense. C'était un travailleur qui présentait une forme de vulnérabilité aussi, et donc qui n'avait pas conscience à chaque fois non plus de ce qui se passait, mais une fois qu'elle a ouvert les yeux, ça a été violent, quoi. Et ça, c'est un dossier qui est pour le coup très lourd en tant que tel. Ça reste un peu plus exceptionnel entre guillemets, mais quand bien même, ça se produit encore. Ça se produit encore. Et on a encore beaucoup de dossiers de harcèlement sexuel. T'as du taf jusqu'à ta pension, quoi. Ah bah nous, il n'y a pas de souci. Moi, je serai jamais au chômage. Si je continue dans cette voie-là. C'est triste en fait de se dire ça. Enfin, c'est bien pour toi, mais c'est triste quand même. Effectivement. Les conflits, c'est vraiment. Ça continue. Ouais. Tant que les êtres humains fonctionneront ensemble, il y aura toujours des conflits, ça c'est clair. Après, si je pouvais me contenter de conflits, ça m'irait. Si on pouvait limiter les dossiers de harcèlement sexuel et harcèlement moral, ce serait quand même un peu mieux. On se dit pour l'équilibre psychologique de tout le monde. Parce que le conflit en tant que tel, il n'est pas que négatif. Harcèlement moral et harcèlement sexuel, j'ai du mal à trouver le positif là-dedans. Tu vois. Que le conflit, ça peut quand même parfois aussi permettre de développer certaines choses et d'avancer sur certaines choses. Tu parles de conflit, concrètement, qu'est-ce que tu peux apporter dans le cadre d'un conflit si quelqu'un vient te voir ? Alors, ça va dépendre. Tout d'abord, la personne qui vient nous voir, elle peut déjà commencer par déposer. Rien que ça, c'est important. Entendu, en fait, on se rend pas compte à quel point les gens en Belgique, même s'il y en a de plus en plus qui vont solliciter des ressources extérieures comme des psychologues, des coachs ou même qui ont des ressources sociales, il y a énormément de personnes en Belgique qui sont en fait très isolées à ce niveau-là. Et donc ça, je trouve que c'est une grande chance dans mon métier aussi, c'est de pouvoir toucher toute une catégorie de la population qui n'irait jamais voir un psy dans un premier temps, typiquement. C'est un peu comme le rôle de confiance qu'on parlait, où la personne informelle vient déposer. C'est important, mais effectivement, c'est un peu mal perçu. On pense que ça n'a pas d'utilité. Ça peut être le cas, effectivement. Et c'est assez étrange ce que tu dis, de dire que c'est hyper important. Encore une fois, à l'ère des réseaux sociaux, on pourrait avoir 1000 amis au bout du monde, on pourrait discuter avec ces gens-là, même sur les forums, et il y a autant de gens qui sont isolés. Non, on est très seuls. Et je pense que ça, c'est une chance qu'on a, c'est que notre job ne sera jamais à 100% remplacé par l'intelligence artificielle, parce que je pense que ce contact humain, il est hyper important. Pour les petites anecdotes, nous, sur environ 10 dossiers ouverts, donc 10 nouveaux travailleurs qui viennent nous voir, on va avoir peut-être 2 interventions qui vont déboucher de ces dossiers-là. Très souvent, le fait d'écouter la personne, simplement, et de faire preuve d'écoute active, d'empathie, etc., ou de compréhension, de formuler des conseils, va déjà amplement suffire pour la majorité des personnes. Ça va l'armer peut-être ? Exactement. Et donc, pour revenir au conflit, donc, effectivement, on peut déjà essayer d'aiguiller la personne, l'aider à se remettre en question, peut-être aussi. Je te disais qu'il y avait beaucoup de personnes qui se sentaient harcelées, qui en fait ne l'étaient pas vraiment. C'est déjà à ce moment-là, c'est de désamorcer certaines perceptions qui nous semblent peut-être pas toujours très bien ancrées dans du réel, et essayer d'aider la personne à voir comment est-ce qu'elle, de son comportement, peut-être qu'elle a ravi certaines tensions aussi. On peut l'aider en termes de communication aussi. On travaille souvent avec la communication non violente, etc., pour aider la personne en fait à clarifier ses propos. Et donc ça, c'est intéressant aussi. Une fois que ça s'est fait, on peut aussi nous intervenir en termes de conciliation. Donc c'est ce que je disais quand on parlait de personnes de confiance tout à l'heure. Les personnes de confiance, tout comme les conseillers en prévention, aspects psychosociaux, peuvent réaliser des conciliations, c'est-à-dire vraiment organiser une rencontre entre les deux parties en fait. Donc la personne avec qui on est en conflit et le demandeur. Quoi. Alors là, on n'est pas encore dans un arbitrage. Je pense que c'est pas encore le cas. Nous, on est là pour créer un cadre qui soit sécurisant, pour que les deux personnes puissent s'exprimer. Et là, je dis vraiment pour les deux personnes, parce que de nouveau, on a un devoir d'impartialité. Je suis pas là pour faire gagner le conflit, entre guillemets, au demandeur qui est venu voir. Mais c'est sûrement ce qu'ils attendent. Dans certains cas, oui, effectivement.
C'est pour ça qu'il faut bien préparer la conciliation. Ça s'organise pas du jour au lendemain. Ok, demain j'ai une plage d'1 heure, Ouais. tu viens avec ton collègue et non. Ça, Tu c'est pas comme ça. conscientises que tu n'es pas là pour prendre parti. Exactement. Finalement. Ouais. Une conciliation, c'est un processus qui prend du temps. C'est pas quelque chose que tu fais comme ça dans un couloir entre deux portes. Moi, je prépare la conciliation, je rencontre chaque partie individuellement avant toute chose. Je leur explique moi le cadre que je mets aussi pour essayer de faire en sorte que la conciliation se passe au mieux, qu'elle sache vraiment que on peut interrompre la conciliation si on voit que ça ne remplit pas certaines conditions de sécurité et de bienveillance. Que moi, je m'autorise aussi à interrompre une conciliation si je vois que c'est pas constructif, parce que ça doit rester constructif. C'est pas un match de boxe. Moi, je sais que les premières conciliations que j'ai pu mener dans ma carrière, j'étais moins assuré et j'ai parfois moins cadré. Et là, c'est effectivement, ça a pu être dommageable pour le demandeur qui a pu s'énerver, qui n'était pas au fait, en fait, des vraies attentes et du vrai, du vrai objectif d'une conciliation. Et donc là, j'avais pas assez cadré ce travailleur-là. C'est quelque chose que j'essaie de pas faire. Et maintenant, j'essaie vraiment d'encadrer le plus possible pour que ça puisse. C'est l'entraînement qui fait aussi. Tout à fait. Tout à fait. Que tu vas savoir le cadrer. Après, c'est en fonction des personnalités que tu as en face. Tu peux avoir quelqu'un qui est virulent ou qui a la répartie facile, ça doit pas toujours être évident de recadrer. Ça c'est sûr. Non, c'est clair. Et puis parfois, il y a une part de l'émotionnel qui reprend vraiment une place très très importante de la conciliation, sans que ça, il faut faire attention. Parce que, pour le coup, là, l'émotion, quand on est là-dedans, on n'est pas dans le constructif. Ouais. On n'est pas dans la discussion constructive, on n'est pas dans la recherche de solutions. C'est ça le but d'une conciliation, c'est de rechercher une solution pour réinstaurer finalement une base de collaboration qui soit efficace. Quand on est trop dans l'émotionnel, c'est très compliqué. Est-ce que pour faire une bonne conciliation, tu vas conseiller aux parties que tu vois individuellement de préparer déjà des solutions en amont ? Oui, effectivement. Pour arriver avec quelque chose. Tout à fait, pourquoi pas. Ça m'est déjà arrivé, effectivement. Ouais. Donc c'est moi ce que je vais leur demander de préparer, et ce que je peux préparer avec elles, c'est tout d'abord effectivement de rassembler, que ce soit par écrit, par écrit ou même à l'oral, que ce soit clair dans leur tête, les informations, les éléments qu'ils ont envie de partager à l'autre. Il faut que ce soit clair pour eux ce qu'ils ont envie de partager. L'objectif de ces demandes, pourquoi est-ce que je te dis ça ? Parce que si c'est juste balancer des choses, ça sert à rien, sinon il faut qu'il y ait un objectif. Et effectivement, des pistes de solutions concrètes, c'est important. Oui. C'est important. Et toi, tu l'actes à la fin ? Alors, on est dans quelque chose qui se veut de l'informel. Donc l'informel, l'idée, c'est pas spécialement d'acter. Maintenant, effectivement, avec les personnes que j'ai en face de moi, si elles sont d'accord, j'aime bien réaliser une forme d'accord de principe entre les deux personnes. C'est pas une approche contractuelle, c'est juste se dire, ok, aujourd'hui, on s'est dit qu'on tenterait de mettre ça en place tous les deux de notre côté. Et donc ça, c'est intéressant de pouvoir le faire acter par les deux personnes. Je le fais pas systématiquement parce que parfois ça n'a pas lieu d'être. Ça dépend vraiment de la situation. C'est ça. J'ai eu une conciliation l'année dernière. Là, finalement, le demandeur allait être intégré à un autre service. Et donc, on me disait juste, voilà, en fait, j'ai l'impression qu'il y a des choses qu'on ne s'est pas dit et qu'il faut mettre un point final. Exactement, pour tourner la page. Et c'est une conciliation qui s'est super bien passée parce qu'en fait, l'objectif était très clair. Et c'était pas de clasher l'autre, c'était vraiment juste de dire, voilà, moi, effectivement, ça m'a blessé. Je me rends compte, j'ai pu aussi moi-même aller très loin dans certaines paroles. Qu'est-ce que toi, tu en penses, etc. Et donc là, effectivement, ça n'avait pas lieu d'être d'acter quoi que ce soit. C'était pas important. Est-ce que dans ta carrière, tu as des réussites ou des cas que tu as envie de nous partager, que tu dis, là, je suis fier, ça s'est vraiment bien passé. Cette conciliation-là, pour le coup, effectivement, c'était quelque chose d'assez chouette. Ça avait duré longtemps, ça avait duré 3 heures de conciliation, donc à la fin, t'étais un peu fatigué. Oui. Mais franchement, les deux personnes étaient ressorties vraiment, vraiment contentes et soulagées. Donc ça, là, en fait, ce qui était gai, c'est que tu avais vraiment le retour sur expérience directement. Et donc ça, c'est satisfaisant. Parce que parfois, ce qui est frustrant à notre niveau, c'est qu'on peut avoir des dossiers, mais sur du long terme. Par exemple, une analyse des risques psychosociaux, le temps de faire ton analyse, de rencontrer les gens, de faire un rapport, de remettre le rapport à l'employeur, de lui présenter, qu'il fasse un plan d'action, qu'il présente le plan d'action, qu'il le présente aux travailleurs, etc., etc. Le retour sur investissement, tu l'as, mais parfois 1 an et demi, 2 ans après, donc le soufflet retombe, et donc il n'y a pas toujours ce côté gratification immédiate. Ce côté externe aussi. Oui, tout à fait, exactement. Pareil pour nos dossiers plus formels, qui nécessitent aussi des analyses plus individuelles. Tu as 6 mois d'analyse, tu rencontres plein de gens, puis après encore là, tu as des semaines finalement de battement, et t'as pas toujours le retour à ce moment-là. Mais j'ai quand même plusieurs dossiers formels où des travailleurs, c'est des dossiers individuels pour le coup, où les travailleurs étaient revenus vers moi en me disant effectivement, non, là je suis vraiment contente, ça se passe beaucoup maintenant. D'avoir des retours, quand même. Oui, exactement. Là, elle avait. C'était le dossier que j'ai en tête ici, parce que c'était une femme. Effectivement, elle avait fini par être transférée ailleurs. Pour le coup, c'était la solution qui était trouvée par l'employeur. Et en fait, elle me disait, mais en fait, j'aurais dû faire ça depuis longtemps, quoi.
Ouais. Et donc vraiment, merci pour l'accompagnement, merci pour le suivi. Et donc là, pour le coup, c'était assez chouette. Et c'était aussi une histoire de conflit, finalement, dans une équipe qui avait pris une ampleur un peu trop importante. Et en fait, là, à ce moment-là, ce besoin de vraiment sortir et de changer d'environnement a été mis en avant. Ça a pu être suivi par l'employeur. Et donc ça, c'est vraiment top. Allez, c'est chouette d'avoir du retour positif. Oui, ça arrive. C'est pas que le cas. Parce que typiquement, ça m'arrive aussi d'avoir du retour plus négatif. Là, récemment, j'ai remis un dossier, c'était dans un cadre de harcèlement, effectivement, moral d'un demandeur. C'était un cas de figure où, pour moi, il n'y avait pas de harcèlement moral du tout. On avait vraiment une typologie de conflit plus exacerbée, et en plus, même ce conflit était pas mal alimenté par le demandeur, plus que par les personnes qui étaient mises en cause dans le dossier. Pas eu un bon retour. Parce que je dois rester neutre, et donc clairement, je dois mettre en avant le fait que certains comportements du demandeur, clairement, avaient contribuer à la situation relationnelle telle qu'elle était, et donc effectivement ça n'apprécie pas de tout à fait pointe du doigt son... et c'est vrai que pour le coup l'employeur a pris des dispositions assez radicales, et donc effectivement c'est même pour tomber dessus par le demandeur, mais bon voilà, ça c'est le job. Moi je conseille l'employeur, je ne l'avais pas conseillé d'aller jusque là, mais il l'a fait, c'est la décision de l'employeur, il prend des mesures. Pour autant, moi ça me convient. Et dans ton cas de harcèlement, tu rencontres quand même souvent un lien entre employé et hiérarchie, sans doute, non ? Pas systématiquement. Non, ça peut être entre employé, collègues aussi. Ça peut être employé. J'ai déjà eu ligne hiérarchique travailleur aussi. Une hiérarchie qui se prétendait harcelée par ses travailleurs. Enfin, qui se prétendait, c'est pas très bien dit. Non, là pour le coup, c'est pas qu'elle se prétendait, elle se sentait vraiment harcelée pour le coup. C'est son ressenti. C'était vraiment son ressenti. Il y avait une véritable souffrance. En creusant, de nouveau, c'était assez équilibré. En fait, c'est vrai que dans la notion de harcèlement moral, ce qui va la différencier, notamment du conflit, c'est le côté déséquilibre dans la relation. Et donc, parfois, ce qui va se passer, c'est que tu es dans un conflit qui va bifurquer vers du harcèlement moral, parce qu'en fait, l'un des partis va vraiment commencer à occuper une place beaucoup plus importante que l'autre dans les actes, etc. Et va commencer à écraser l'autre. Ou là, tu peux, même si ça commence en conflit, ça peut effectivement finir en harcèlement moral. Quand tu dis ça gonfle, parce que quoi, il y a des intervenants externes qui se gonflent au conflit, Le conflit, c'est de nouveau, il n'y a pas un conflit qui est le même, c'est très varié. Tu peux retrouver des mécanismes assez similaires, mais un conflit ne sera jamais l'autre, parce que ça dépend du nombre de parties prenantes aussi, ça dépend du temps aussi depuis lequel le conflit existe. Donc ça dépend vraiment. Qu'est-ce qui pourrait justifier qu'un conflit augmente ? Ça va dépendre aussi, pour moi, de l'état d'épuisement des deux personnes. Une personne qui va peut-être commencer à fatiguer dans le conflit, en fonction de comment elle réagit en cas de fatigue, soit elle va commencer à prendre moins de place, elle va commencer à se mettre en retrait, mais peut-être que l'autre personne ne sera pas d'accord d'aller se mettre en retrait, tu vois, et donc va aller la rattraper, va commencer à l'accabler, etc. Se nourrit du conflit, en fait. Va se nourrir du conflit, potentiellement. Dans d'autres cas, avec la fatigue, avec la frustration, de moins en moins les capacités de faire face, finalement, à ce relationnel et à s'inhiber dans ses comportements. Et c'est là qu'on commence à avoir des comportements plus agressifs, plus violents verbalement, par exemple. Où, en fait, à chaque fois qu'elle la croise, c'est des insultes, c'est des trucs. Et donc là, effectivement, on bascule dans autre chose. Toi, tu dois toujours revenir à l'origine du conflit quand tu analyses ça ? Alors, c'est souvent utile de le faire, effectivement. Dans certains cas, tu n'auras jamais l'origine exacte. On ne sait plus. Parfois, tu ne sais pas lire. Le conflit est tellement vieux. Exactement. On s'était rencontrés il y a quelques semaines, et je t'avais parlé de la notion d'hyperconflit à l'époque. Et l'hyperconflit, effectivement, on est dans des conflits qui ont pris tellement d'ampleur que parfois, les acteurs du conflit actuel ne sont pas les acteurs du conflit d'origine. Et donc là, creuser la cause avec eux, en fait, ça n'a aucun sens, typiquement. Dans les conflits classiques, parfois on va trouver une cause, effectivement, et donc si on peut intervenir sur la cause directement, ça peut être une approche assez constructive, mais dans certains cas, le relationnel a pris trop d'ampleur. Il faut bien se dire que le conflit, il n'est pas que purement relationnel à la base à chaque fois. Ça arrive, parfois il y a des gens qui ne peuvent pas se piffer clairement, mais parfois, effectivement, c'est une conséquence d'un facteur organisationnel. Tu as deux personnes qui doivent commencer à travailler en codépendance. Typiquement, j'ai eu un dossier récemment où c'était ça. C'était un travailleur qui travaillait en codépendance avec un autre travailleur. Et finalement, c'est ce travailleur en codépendance qui a commencé à créer des frustrations parce que ce travailleur-là, dans sa manière de travailler, ne fonctionnait pas comme ce travailleur la souhaitait, et inversement, si tu veux. Et de là, ça a commencé à partir en échauffourée, ça a commencé à se tendre un petit peu dans les relations, si bien qu'au final,
c'était plus tellement la codépendance le problème, c'est le fait que maintenant, dès qu'il y en avait l'un qui ouvrait la bouche, l'autre le prenait pour lui, et inversement. Et donc, le problème, c'est que quand le conflit devient purement émotionnel et relationnel, on n'est plus dans le constructif, et les personnes vont tout analyser à la lumière du conflit. Oui. Et donc, typiquement, l'adversaire, entre guillemets, passe dans la pièce, dit bonjour, ça va être, mais t'as vu, machin, il m'a encore nargué en disant bonjour, j'ai vu son petit sourire narquois. La même personne, le lendemain, passe dans la pièce, ne dit pas bonjour, mais t'as vu, maintenant il m'ignore en plus. Et donc, tu peux pas être gagnant. Tout est analysé à la lumière de conflit, et donc, en fait, tout exacerbe le conflit. Et ça devient hyper compliqué. Parce qu'en plus, à ce moment-là, très souvent, on commence à embrigader les personnes autour. Oui. Et le conflit commence à atteindre entre guillemets, une portée un peu sociale aussi. On essaie de se faire valider par l'entourage. Exactement, Oui. exactement. C'est pas évident. Hein. Je Genre... me dis qu'au quotidien, quand tu dois dialoguer comme ça, conflit sur conflit, t'es épuisé, quoi. Tu rentres chez toi. Effectivement, c'est pas toujours simple. Surtout que très souvent, en fait, quand tu fais ce métier-là, c'est que c'est pas que t'es quelqu'un qui est drivé par le conflit. Non. Donc en fait, très souvent mes collègues, on se fait par infraction, mais en fait on déteste le conflit, pourquoi est-ce qu'on fait ça tu vois. Et donc effectivement, c'est pas toujours évident. Mais c'est cet amour pour les relations humaines, enfin ces ressources humaines, ces techniques. Je pense que c'est le fait que je suis intimement convaincu que ce qu'on fait est important et qu'on aide beaucoup de gens aussi. Malgré tout, dans certains cas, on a des dossiers qui sont un peu inutiles, effectivement, parce que tu sais que tu le fais pour un employeur qui n'a un peu rien à faire et qui va rien mettre en place derrière. Mais voilà, ça fait partie du jeu aussi. T'arrives à pas le prendre trop à cœur. Ouais, j'essaye en tout cas. J'ai des questions pour terminer ici l'entretien. Alors Mathieu, si tu avais quelqu'un de 40 ans, en pleine crise, face à toi, sur ce canapé, mais bon ici sur ces chaises, qui ne sait plus s'il doit tout plaquer ou simplement changer de regard, quel serait ton premier conseil pour qu'il retrouve son équilibre? Alors très bonne question. De toute façon, dans ce genre de situation-là, je pense que ce qu'il faut d'abord faire, c'est faire descendre le volet émotionnel. Quand on est trop dans l'émotion, ça va obscurcir tous les jugements. Et je dis souvent aux travailleurs, ne prenez pas de décision hâtive tant que vous êtes dans une vague émotionnelle trop importante. Parce que c'est comme ça qu'on se met à démissionner du jour au lendemain ou à faire n'importe quoi. Dormez dessus, quoi. Exactement. Faut prendre un peu faut prendre un peu le temps. Enfin, quand j'ai le temps, je dis pas qu'il faut attendre 3 mois. Quelques jours congé, quoi. Voilà, c'est ça. Parfois, il faut juste vraiment essayer de faire redescendre un petit peu la tension, parce que là, on peut commencer à essayer de vérifier c'est quoi le problème. Quelles sont les causes finalement de la situation. De nouveau, moi, j'ai souvent cette grille de lecture, risques psychosociaux, puisque c'est celle que je mobilise au quotidien, mais c'est vraiment voir, ok, c'est quoi dans la situation qui pose souci? Parce que là, c'est déjà intéressant. Est-ce que c'est vraiment quelque chose de purement relationnel, dans ton travail, par exemple, qui va poser problème? Est-ce que c'est quelque chose qui est lié à ce que tu fais, à tes tâches en tant que tel? Est-ce que c'est parce que tu n'en peux plus de faire le même job depuis 10 ans? Est-ce que c'est parce que... Mais pour ça, il faut que l'émotionnel soit passé pour savoir l'analyser. C'est plus facile, c'est plus facile. Alors, tu peux déjà faire une partie d'analyse même quand l'émotionnel est là, mais parfois l'émotionnel va, entre guillemets, mettre des œillères. Et donc tu pourrais passer à côté de certaines choses. Parce qu'il y a des gens, je me rencontre, quand je travaille avec eux, ils me disent en burn-out qu'ils n'en peuvent plus de ce qu'ils font. C'est pas vrai. En fait, leur job, ils adorent ce qu'ils font. Ouais. Le problème, c'est le système dans lequel ils le font. Le problème, c'est l'organisation parfois dans laquelle ils le font. Et je leur dis, mais moi, je vois pas que vous ayez de problème au niveau du contenu de votre travail, pour reprendre un peu nos appellations. Moi, je vois plus que c'est l'environnement où ce sont vos conditions de travail qui vous conviennent pas. Donc peut-être qu'en fait, en changeant ces modalités organisationnelles ou de conditions de travail, vous arriverez à trouver un équilibre. Parce qu'en fait, faut pas toujours décider de se réorienter et d'aller lever des alpagates dans les Alpes. Quoi, mais ça, ce que tu dis, ça vaut pour le privé comme pour le professionnel. Techniquement, oui. J'ai eu moins de grille de lecture pour le privé. Je te cache pas, puisque moi je travaille sur le boulot, mais effectivement, je pense que c'est ça l'idée. Laisser reposer l'émotion avant d'analyser. Tout à fait. Je pense que quand tu fais de la thérapie de couple parce que tu as des problèmes avec ton conjoint ou ta conjointe ou quoi que ce soit, ça doit être un peu la même chose. C'est un peu la même chose. Plutôt de se dire mon ennemi c'est mon mari, mon partenaire, ma partenaire, c'est de se dire non, qu'est-ce qui là dans la situation, dans le contexte actuel fait que ça me prend? Est-ce que c'est pas parce qu'en fait à côté de ça je prends un exemple que je connais. C'est parce qu'on a 2 enfants en bas âge qui ne dorment toujours pas au bout de 3 ans et qu'on ne dort pas depuis 3 ans que c'est peut-être là que vient le problème, quoi. Tu vois, c'est vraiment d'essayer d'aller un peu plus loin que ça, que de se dire non, ça c'est la cible à abattre et il faut que je la batte. Est-ce que tu dirais que tu es ton propre Kobe parfois? Que si tu joues dans l'émotionnel, là tu te rends compte, là je suis en pleine émotion, je vais essayer de redescendre. Tu arrives à t'analyser toi-même? Après coup, oui. Sur le moment, non, parce que je trouve vraiment dans l'émotion, tu vis je pense qu'il faut rester dans l'émotion. Enfin, je pense une émotion, ça doit se vivre. Hein. Tu vois, pour moi, c'est important aussi. L'émotion, elle est là pour dire quelque chose.
Donc c'est pour ça que quand j'ai laissé passer l'émotion, c'est pas la freiner, c'est pas la réfréner, parce que pour moi, elle est source d'informations sur un état interne qu'il faut prendre en compte. Ok. Tu vois, ton corps, il te dit des choses, quoi. Et donc c'est important de l'analyser quand même. Il faut la laisser vivre, il faut la partager, si possible. Faut communiquer dessus, et après seulement tu peux en faire quelque chose. Mais effectivement, analyser les choses après coup, c'est bien. Si on en parlait tantôt quand on parlait des outils de développement personnel, etc. Mais si tu commences à directement tout analyser sous tes lunettes, machin, etc. Enfin, tu deviens fou. Et puis, ça te prend l'énergie monstre, hein, finalement, de faire ça. D'un point de vue mental, c'est une charge mentale, hein, d'analyser les choses, faut pas croire. Et donc, le fait de le faire alors que tu es en pleine crise émotionnelle, je trouve que c'est flouté en plus, donc ça vaut pas la peine. Ça vaut la peine de le faire. Faut vivre l'émotion. Alors, je dis pas que quand tu vivre l'émotion, ça veut pas dire se permettre n'importe quoi. Hein. C'est pas parce que tu vis une émotion que tu peux te permettre d'être insultant, de frapper ou quoi que ce soit. Bien sûr que non. Hein. Faut canaliser quand même. Faut canaliser l'émotion. C'est pas pourtant qu'il faut la taire, mais il faut la canaliser. Mais voilà, exactement. Oui, il y en a qui le confondent parfois quand je donne ce conseil, donc je préfère le préciser aussi. Deuxième question. Pourquoi penses-tu qu'une entreprise doit faire appel à Cohesio ? De toute façon, ils sont obligés de s'affilier. Un service externe, donc autant qu'ils en profitent. Autant que ce soit vous. Oui, aussi, hein, effectivement. Non, mes concurrents font ça très bien aussi, je pense, mais bon, quitte à faire, effectivement, voilà, pourquoi pas avec nous. Non, je pense que c'est effectivement parce qu'on se rend compte qu'on est vraiment, on l'a dit tantôt, mais dans un contexte de plus en plus compliqué au niveau psychosocial, au niveau humain. On a finalement assez peu parlé de managers tout à l'heure, mais les managers, c'est une population de travailleurs actuellement qui est quand même très en souffrance. Pourquoi ? Parce que justement, on en a abordé des éléments de réponse, mais ils sont amenés maintenant à non pas gérer uniquement une collectivité de travailleurs, mais une collectivité d'individualité. Et ça devient hyper compliqué pour eux, parce qu'ils ont des impératifs du terrain, des impératifs qui viennent du dessus, des impératifs qui viennent des syndicats, etc., etc. Et donc, effectivement, nous, on a beaucoup de contacts avec des managers qui sont en questionnement par rapport à des questions d'ordre psychosocial, qui sont hyper larges. On ne peut pas être outillé à tout et n'importe quoi pour faire face à tous les risques psychosociaux. Il y a de plus en plus de thématiques qu'on aborde. Par exemple, tout ce qui est assuétude, on parlait des écrans tantôt, mais il n'y a pas que ça. Il y a forcément tout ce qui est alcool, tout ce qui est drogue, etc., aussi, qui sont des thématiques qu'on retrouve de plus en plus souvent et où on a des managers qui se trouvent vraiment désœuvrés par rapport à ça. La gestion des conflits, on vient d'en parler, mais ça reste une thématique avec laquelle beaucoup de personnes. C'est vrai que dans l'esprit de beaucoup, je pense que le manager, c'est celui qui dispatche le travail, mais on n'a pas cette idée volet personnel. Tout à fait. Je pense que j'avais une fois fait une formation, on me disait que pour être un bon manager, il faut faire 10% du travail et 90% d'humain. Ah ben, je pense qu'effectivement, c'est beaucoup d'humain. C'est beaucoup d'humain et il y a des choses qui ne s'apprennent pas non plus à 100%, je pense, dans le métier de manager, effectivement. Il faut une part de personnel. Je pense qu'il y a une sensibilité à la base qui est importante à avoir. Il y a des gens que j'ai pu rencontrer dans certaines hiérarchies qui, pour le coup, en voulaient vraiment. Vraiment, ils se donnaient pour tenter de développer des compétences plus humaines. Mais malgré tout, ça ne matche pas, quoi. Ça ne percole pas. Ils n'arrivent pas, et malgré plein de développement personnel, plein d'outils, plein de coaching, plein de machins. Mais il y a peut-être des personnalités qui sont réfractaires à ce genre de formation de base. Oui, alors il y en a qui peuvent trouver ça très intéressant, mais qui en fait en termes d'application, je te parlais d'approche mécanique des outils. Il y en a qui par exemple vont utiliser des outils mais de manière très mécanique, sauf que ça ne matche pas. J'ai eu des cas comme ça. Mais voilà, on voit que c'est le protocole en fait. C'est le protocole, mais alors c'est pas humain. Et en fait, la personne que tu as qui est en face de toi, le voit. Alors certains peuvent apprécier le volet les plus protocolaires, mais c'est clairement pas la majorité. Et surtout, en fait, l'être humain, quand il va s'exprimer, enfin un travailleur quand il va s'exprimer à son manager, ce qu'il a besoin, c'est une vraie écoute et d'une vraie prise en compte de ce qu'il raconte. L'impression qu'on ne prend pas pour une pièce détachée. Or, quand tu as une approche trop protocolaire, c'est un peu le ressentiment que tu peux en avoir. Et donc ça peut être dommageable. Et donc c'est très bien d'avoir des outils, je trouve que c'est super, mais malgré tout, il faut vraiment une compétence plus humaine et fluide. J'ai utilisé, je pense, une ou deux fois le terme organique tout à l'heure, mais je pense qu'un échange avec un travailleur en tant que manager, ça doit rester par moments un peu organique. Il faut que ça soit vivant en tant que tel. Et si c'est mathématique, ça va pas. Avec les statistiques. Ultra complexe. C'est ultra complexe. C'est pour ça que je te dis, on a énormément de managers qui viennent nous voir aussi, que ce soit dans le cas de procédure interne ou qui nous contactent. Voilà, j'ai cette situation-là, qu'est-ce que je fais ? Parce qu'effectivement, c'est ultra compliqué. Il y a aussi plein de managers, faut pas l'oublier, de base, c'était de très bons techniciens. Ils ont pu monter un grade, ils sont devenus managers, mais donc c'est pas qu'ils sont devenus managers à cause de ces compétences managériales qu'ils avaient spécialement, et donc là ils ont aussi tout à apprendre. Et donc là aussi c'est important de pouvoir les accompagner, notamment dans ce type de thématique. Et ça vous proposez aussi ?
Tout à fait, tout à fait. Pas par le biais de coaching, nous, enfin moi je coach pas spécialement, mais en tout cas de donner des conseils, des outils, etc. Effectivement, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup. Ok. Dernière question. Avec ton expérience sur l'équilibre et l'épuisement, que dirais-tu aux jeunes qui commencent leur expérience professionnelle? Si tu devais leur donner un conseil pour aller au mieux dans leur nouveau travail, commencer leur vie professionnelle, pour un peu peut-être, pas se blinder, mais avoir des outils. C'est une très bonne question. Tout d'abord, j'ai envie de dire que personne n'est irremplaçable au travail. C'est important de partir de ce principe-là. Et parce que parfois, quand on est jeune, on le disait tantôt, on essaie de se faire sa place, etc. On essaie d'en faire le plus possible. Beaucoup de jeunes se retrouvent dans une forme d'épuisement assez vite à cause de ça. Personne n'est irremplaçable. Si un jour vous devez vous absenter, vous devez vous absenter. Pour autant, il faut faire attention au désengagement direct du monde du travail, parce que beaucoup de jeunes peuvent avoir du mal à s'investir pleinement dans le travail et se sentent déconnectés parce qu'ils se disent de toute façon je ferai pas ça toute ma vie, etc. Et du coup on a un problème parfois d'engagement aussi, et donc quand on part du principe qu'on a déjà un pied dehors de l'entreprise, tu sais pas t'investir entre guillemets dedans non plus, donc c'est vraiment toujours une question d'équilibre, c'est s'investir sans trop s'investir, facile à dire. C'est la quête de tout. Les conseils sont toujours très faciles à appliquer, franchement. Voilà, c'est essayer de trouver l'équilibre là-dessus. Ce que j'aime bien dire aussi, c'est de faire attention à la cage dorée. Qu'est-ce que j'entends par là? Tu peux avoir des jeunes qui trouvent très vite une position un peu confortable en termes de conditions de travail, etc., mais qui très vite vont se rendre compte que, en fait, ça convient pas du tout. Je vois des jeunes qui sont malheureux au possible au travail, et pas que des jeunes, des personnes beaucoup plus âgées aussi. Ils voulaient peut-être de la créativité, là où ils ont. C'est pas tellement une question de contenu du travail, c'est vraiment une question de conditions de travail. Ils ont une bonne rémunération, on a des horaires confortables, on a beaucoup de jours de congé, on n'habite pas loin du boulot. C'est quelque chose encore qui arrive maintenant? J'ai l'impression que c'est dire notre génération, ce besoin de stabilité, de se dire grâce à ça je pourrais acheter ma maison, c'est des critères comme ça. Ce sont des critères importants, et je dis pas qu'il faut cracher sur ce type de critères, mais ce que je constate, c'est qu'une fois qu'on a fait face à ce type de conditions de travail plus confortables, on est parfois capable parfois les gens qui se retrouvent dans ce genre de situation ne sont plus capables d'envisager autre chose que le confort de vie non plus, au point que parfois ils sont complètement marchés dessus toute leur carrière, qui sont malheureux toute leur carrière, et ne peuvent même pas envisager de changer une seule seconde d'orientation. C'est même pas tellement un déni, c'est juste se dire si je pars maintenant, ça j'aurais plus, au détriment vraiment de leur santé mentale. Il y a de l'équilibre psychique, et ça c'est dommageable. Et oui, physiquement bien sûr. Je vais prendre le cas de quelqu'un que je connais qui, c'est pas une personne jeune, mais elle a vécu beaucoup d'échecs professionnels et se retrouve dans une situation professionnelle qui est acceptable mais qui est difficile. Et la personne, elle a vraiment beaucoup de capacités intelligentes, physiques, etc. Mais se cantonne finalement à ce métier qui physiquement est très dur. Parce que elle a essuyé tellement d'échecs professionnels avant qu'il lui faut un confort et une stabilité. C'est très difficile de l'extérieur de voir ça et de se dire mais tellement de capacités, tu pourrais être tellement plus heureux à faire autre chose, mais c'est pas possible de faire changer d'avis. Mais ça, effectivement, il y a vraiment une question de choix personnel, et parfois aussi d'affinité. Il y a des gens, ils sont tout à fait ok avec le fait de pas avoir un travail hyper stimulant, de pas toujours être très bien au travail, parce que ça leur permet plein d'autres choses sur le côté. Oui, nickel. Après, il y a plusieurs, tu vois, ça c'est parfait pour eux. Il y a plusieurs facteurs dans un métier. Il y a l'aspect professionnel, de ce qu'on fait exactement concrètement. Il y a les conditions, la facilité, par exemple le matin de travailler à 10 minutes de chez soi, ce genre de choses. Ça a un impact. Et il y a aussi quand même un volet humain. Tu disais, il peut être négatif, mais il peut aussi être très positif, où le fait de se lever le matin et voir ses collègues, on est super content finalement. Bien sûr. Donc, et qu'on n'a pas envie de changer ça. Moi, je me souviens que j'avais changé de travail récemment. J'avais très peur de quitter l'équipe avec qui j'étais, parce que on avait créé une cohésion. Enfin, ça faisait tellement d'années. Et c'est une chouette équipe, et l'inconnu fait peur finalement. Donc, c'est pas toujours évident de prendre cette décision. Non, c'est pas toujours évident. Et de nouveau, un cas n'est pas l'autre, ça c'est clair. Et ça reste une décision complètement personnelle à avoir, mais certaines personnes sont tout à fait ok avec le fait d'avoir un boulot purement alimentaire, mais pour certains, effectivement, ce côté alimentaire peut être entravant aussi et ne retrouve plus aucun sens, et sont vraiment malheureux. Et moi, je vois beaucoup ça dans la fonction publique, notamment, avec les personnes nommées. Oui.
alors je suis pas du tout contre l'illumination, ça m'est égal, c'est pas la question. C'est non, que mais les cloisonnés certaines par personnes, ce confort. exactement, sont vraiment cloisonnées et ne se permettent plus d'envisager autre chose, en fait. Et donc, tu as des gens qui, en fait, font toute leur carrière quelque part en étant malheureux parce qu'au moins, ils sont nommés, ils ont une vraie stabilité et un confort. Et sauf que ça leur pose problème. Est-ce que dans ce genre de cas que tu rencontres, si tu vois que la personne ne changera pas, ne voudra pas démissionner, il n'est pas possible de lui ouvrir les yeux sur un épanouissement personnel à côté, alors dans ce cas-là? Alors, écoute, ça commence à se faire de plus en plus, pas seulement à notre niveau, mais ce qu'on constate, on parle beaucoup de flexi-job ces derniers temps, c'est que beaucoup de personnes vont commencer à se réaliser davantage dans le flexi-job que dans leur boulot principal. Ah ouais. Ouais. Ce qui est particulier, en un sens, parce que tu peux te dire, qu'on s'y trouve l'énergie, je vais faire encore de choses à côté, ça c'est clair. Mais j'en parlais récemment concernant des agents de police. Ah oui. Dans le monde de la police, pour l'instant, on sait que tout n'est pas facile, tout n'est pas rose. Le système n'est pas évident. La vision du grand public par rapport à la police, c'est pas la même chose qu'il y a quelques années. Donc autant dire que c'est pas rose. Et j'en parlais avec un chef de corps récemment qui me disait, en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que de plus en plus de policiers, en fait, maintenant, ils se réalisent dans leur flexi-job et pas dans leur fonction de base, dans leur fonction primaire. Et donc, il dit, pour nous, c'est problématique parce que ça veut dire qu'une fois que leur flexi-job décolle, entre guillemets, et qu'ils ont une stabilité là-dessus, nous, on n'a plus de rétention. Donc, il y a aussi un turnover et donc ça crée aussi d'autres soucis. Mais donc, ça montre bien qu'effectivement, parfois, les conditions qu'on a de base ne suffisent plus et qu'on a besoin d'autre chose et que le sens devient important. C'est sur cette belle réflexion que s'achève cet épisode particulièrement riche en compagnie de Mathieu d'Angoisse. Quand on commence à tirer le fil du bien-être au travail et des missions de Cohesio, on réalise vite qu'on ne parle pas juste de processus ou de gestion de conflits. Derrière la réinsertion après un burn-out, derrière le rôle essentiel des personnes de confiance ou la lutte contre le harcèlement, il y a des humains. Et aujourd'hui, on a pris le temps de prendre de la hauteur ensemble. On a bousculé quelques idées reçues, notamment sur cette quête parfois vertigineuse du développement personnel qui peut nous faire perdre notre spontanéité et sur ce fragile équilibre entre notre individualisme grandissant et le besoin viscéral de faire collectif dans notre entreprise. Un immense merci à toi Mathieu pour ton parcours, pour la nuance et le regard avisé que tu as apporté à chacune de mes réflexions et surtout pour la grande sincérité de cet échange. C'était un vrai moment à cœur ouvert et j'espère qu'il vous aura autant fait cheminer que moi. Quant à vous, chers auditeurs, si cet épisode vous a touché, qu'il vous a donné envie de remettre un peu de collectif ou de nuance dans votre quotidien, n'hésitez pas à le partager autour de vous. On se retrouve très vite pour un prochain épisode de Côté Canap. Prenez soin de vous.